La bibliothèque Sainte-Geneviève, construite à Paris par Henri Labrouste. Une bibliothèque, c'est avant tout un mythe. Celui de réunir tous les savoirs, tous les écrits de tous les peuples de la Terre. Au fil des siècles, ce mythe s'accompagne d'une utopie, celle de mettre ce savoir universel à disposition de tous. En France, il faut attendre le 19e siècle pour que l'accès à la culture se démocratise. 8 ans après la Révolution populaire de 1830, le gouvernement décide la construction d'une bibliothèque universitaire à Paris. Un lieu d'éducation et non plus d'érudition. Pour la première fois dans l'histoire des bibliothèques, le nouvel équipement ne sera pas l'annexe d'un château ou d'un monastère, mais un bâtiment autonome. Le concept de la bibliothèque publique, ouverte à tous, vient d'être inventé. La nouvelle bibliothèque va hériter des collections de l'abbaye de Sainte-Geneviève, transformée en lycée après les confiscations révolutionnaires. Un demi-siècle après que les curés aient été chassés, c'est le tour des livres. On vide les armoires et on déménage les milliers d'ouvrages à la main sur des civières. Inlassablement pendant plusieurs mois, à raison d'une centaine de trajets par jour. La dernière civière a été portée avec un bouquet de fleurs. L'architecte de ce nouvel équipement public s'appelle Henri Labrouste. C'est un des plus grands architectes du XIXe siècle. Il est pourtant beaucoup moins connu que ses contemporains Baltard ou Garnier. Brouillé avec la toute-puissante Académie d'architecture, il est longtemps resté un architecte de papier. Il ne reçoit sa première commande officielle qu'à l'âge de 40 ans. Il a longtemps rongé son frein, il va enfin pouvoir utiliser ses outils d'architecte. Ce sera pour le chantier de la nouvelle bibliothèque. Les travaux durent 8 ans. La bibliothèque ouvre ses portes au public en 1851. Le nouvel équipement est édifié sur une étroite parcelle, longue de 85 mètres et large de 21, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève à Paris, dominée par le Panthéon. Nous sommes au cœur du quartier latin, où sont concentrées facultés et grands lycées de la capitale, mais aussi de nombreuses gargotes où les étudiants aiment aller s'encanailler. Les pères de famille de province qui envoient leurs fils étudier à Paris seront enchantés de savoir qu'il existe ce nouvel asile qui éloignera leurs enfants des estaminets et des chaumières, se félicite le proviseur du lycée Henri IV. Ce nouvel asile doit pouvoir accueillir 500 étudiants tous les jours jusqu'à 22 heures et contenir 80 000 ouvrages. Pour répondre à cette commande, l'architecte propose une solution simple et inédite. Il crée un premier volume pour le stockage des livres anciens, sur lequel il pose un second volume, la salle de lecture. Et à l'arrière, il crée un troisième volume, l'escalier qui n'empiète pas sur les deux autres. Le plan de la bibliothèque est trouvé, rationnel et révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire des bibliothèques que l'on sépare l'espace réservé aux livres précieux de celui dédié aux lecteurs. La salle de lecture occupe tout le volume du premier étage, un long plan libre sans aucune cloison. Le rez-de-chaussée est dédié au dépôt des livres, rigoureusement compartimenté pour accueillir des dizaines de milliers d'ouvrages. Manuscrits et livres précieux sont stockés dans un espace sombre. Ils craignent la lumière et divisés en petites cellules, elles-mêmes cloisonnées par des armoires à livres. Si Labrouste a compartimenté ces espaces, aujourd'hui en grande partie remaniés, au-dessus, dans la salle de lecture, le volume est totalement ouvert. Haute et lumineuse, la salle de lecture a des dimensions impressionnantes. 80 mètres de long, 15 de haut, 17 de large. Son plan est celui d'une halle,
divisée en 2 vaisseaux par une colonnade centrale. Avec ces 500 places de travail qui attendent les étudiants et ces centaines d'usuels qui tapissent les murs, c'est l'image idéalisée d'un lieu d'études collectif, ouvert à tous. En façade, la décision de séparer le dépôt des livres précieux de la salle de lecture est clairement affichée. Un simple bandeau nu sépare le rez-de-chaussée fonctionnel, percé d'étroites ouvertures, du premier étage, valorisé et largement ouvert par de grandes fenêtres. Compacte et dépouillée, la construction de la Brouste se distingue de son tout proche voisin, le Panthéon de Soufflot, illustre représentant du courant architectural dominant à l'époque, le néoclassicisme. Empruntant ses éléments décoratifs à l'Antiquité, le courant néoclassique habite de très nombreux édifices, les déguisant tous en temples grecs. En rupture avec cette tradition monumentale et décorative, la Brouste fait le choix du dépouillement et impose d'autant mieux sa modeste bibliothèque en marge du colossal Panthéon. Sur sa façade, rien ne fait saillie. Pourtant, dans ses premiers projets, la porte d'entrée au centre de la construction était discrètement signalée par un simple portique dorique. Mais ces 2 petites colonnes et leur entablement, c'était encore trop pour l'architecte. Il les a supprimées, les remplaçant par 2 torchères signalant l'ouverture de la bibliothèque le soir jusqu'à 22 heures. Et il est allé plus loin encore. D'un élément en relief, il est passé à un élément creusé dans le mur, enfonçant la porte et les 3 marches du perron dans la maçonnerie. Désormais, plus rien ne dépasse. Cette unique porte au centre de la façade n'en est que plus modeste et discrète. Pourtant, elle mène à un espace traité comme un temple, le vestibule d'entrée. Ici, la monumentalité a retrouvé ses droits, et les colonnes refusées en façade ont enfin trouvé une place à l'intérieur. Le lecteur est entré dans un temple, dans l'esprit de l'architecte, c'est le temple du savoir. Au sol, un dallage de marbre au motif géométrique simple et rigoureux, l'image même de la raison. Dans cet univers métaphorique et rationnel, un élément décoratif dénote. La Brouste aurait souhaité disposer un jardin en avant de sa bibliothèque. Par manque de place, il l'a tout simplement fait peindre sur les murs de l'entrée. Le vestibule fait toute la largeur de la bibliothèque. On s'étonne de ne pas y trouver l'escalier qui mène à la salle de lecture. Pour préserver l'ampleur de cette entrée majestueuse, l'architecte a tout simplement repoussé l'escalier à l'arrière du bâtiment. Conçu comme un volume indépendant, il n'empiète pas sur celui de l'entrée ni sur celui de la salle de lecture. En fragmentant ainsi les espaces, la Brouste met en scène un trajet. Le lecteur traverse le vestibule, caverne obscure de l'ignorance, pénètre ensuite dans l'escalier où la lumière apparaît, avant d'entrer dans la lumineuse salle de lecture. Une montée symbolique vers la connaissance, orchestrée par l'architecte. Le plan de la grande salle de lecture est ce qu'on appelle un plan basilical.
Il s'inspire de celui des basiliques chrétiennes, dont l'architecture a connu une spectaculaire évolution au fil des siècles. Jusqu'au Moyen Âge, les basiliques sont couvertes d'une charpente en bois. Mais les architectes veulent gagner de la hauteur, ils élèvent des murs plus hauts et remplacent les charpentes plates par des voûtes en pierre plus nobles. Sous leur poids, les murs s'écartent, l'édifice menace de s'écrouler. Pour contenir les effets de la poussée des voûtes, on élève alors des contreforts. Les murs sont soulagés, on peut enfin y percer des ouvertures, dans un premier temps étroites, puis de plus en plus grandes. Pour la bibliothèque Sainte-Geneviève, Labrouste s'inspire de cette tradition en y apportant une innovation de taille. Il place les contreforts à l'intérieur de sa construction. Il obtient ainsi une façade extérieure parfaitement plate. Plus rien ne fait désormais obstacle à l'entrée de la lumière. Les murs n'ont plus de fonction porteuse. Labrouste peut alors les percer de plus de 40 fenêtres qui baignent la salle de lecture d'une lumière qui entre de tous côtés. La lumière, première exigence du programme d'une bibliothèque. Elle doit être diffuse, provenir de plusieurs côtés à la fois, permettre autant la lecture que la surveillance, lit-on dans un traité de l'époque. De l'extérieur, le bâtiment projette l'image d'une rigoureuse forteresse de pierre. Mais à l'intérieur se cache un tout autre univers, celui de l'architecture de fer. Incombustible, le fer permet de se prémunir contre le pire ennemi des livres, le feu. À l'époque, le fer est essentiellement réservé aux constructions industrielles et utilitaires comme les gares, les halles de marché ou les ponts. Mais nous sommes dans une bibliothèque, un programme architectural dit noble, et alors qu'il aurait été d'usage et très simple de le dissimuler, l'architecte fait l'étonnant choix de l'exposer. Le mariage exhibé d'un matériau traditionnel, la pierre, avec un matériau industriel, le fer, stupéfia les contemporains de Labrouste. La coexistence de ces deux matériaux structure en fait tout le bâtiment. Au rez-de-chaussée, la colonnade centrale, les murs et les contreforts sont en pierre. Mais au premier étage, les deux matériaux s'assemblent. La colonnade est de pierre et de fer, les contreforts sont en pierre. Ils portent des arcs et une charpente métallique. Le tout est ceint de murs en pierre. La colonnade de la salle de lecture illustre parfaitement cet usage simultané des deux matériaux au premier étage. Les 18 colonnes qui la constituent sont hybrides. Au-dessus d'une solide base en maçonnerie, s'élancent de hauts et légers fûts en fonte cannelée. Inversement, dans le vestibule, les lourdes colonnes en pierre s'élèvent sur toute la hauteur. On s'étonne pourtant de découvrir au plafond de fins arcs de fer, reliant entre eux ces piliers massifs. C'est en fait la structure métallique qui porte le premier étage. Alors que tout autre architecte l'aurait masqué par un plafond plein, Labrouste l'expose et invite les visiteurs qui entrent dans la bibliothèque à s'interroger sur l'architecture du lieu dans lequel ils entrent. Au rez-de-chaussée, les colonnes portent des arcs en fer que l'architecte a fait peindre en vert pour mieux marquer leur présence. Au premier étage, la colonne centrale se prolonge comme si elle avait traversé le plancher. Elle est singulièrement arrêtée dans son élévation pour être mariée avec un fût en fonte sur lequel repose la charpente métallique. D'un étage à l'autre, les proportions des matériaux sont inversées, les décisions constructives sont clairement affichées.
l'architecte met en scène cette union inédite entre le fer et la pierre, en jouant des contrastes de leurs couleurs, de leur juxtaposition, de leurs proportions dans l'espace. Et si à hauteur de regard, les bases en pierre des colonnes sont sculptées, bien plus haut, les chapiteaux en fonte ne sont pas laissés pour compte. Les boulons de fixation laissés apparents sont accompagnés de motifs végétaux très finement travaillés, bien qu'ils soient à plus de 14 mètres du sol. Sur la voûte, d'un ton crème pour valoriser le fer, des lignes noires, peintes, soulignent la courbure des arcs. À l'origine, les tables étaient disposées dans la longueur de la salle, et entre les colonnes, la brouste avait placé des armoires à livres. Manquait-il de place pour ranger les usuels, ou souhaitait-il cacher les bases en pierre de ces étranges colonnes hybrides? On ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, les bibliothécaires s'en sont plaints. D'après eux, ce mur de rayonnage coupait la salle en deux et la surveillance en quatre. En 1930, on a supprimé cet immense casier, dévoilant ainsi la base en pierre des colonnes. Et devant le succès de la bibliothèque, on a changé l'orientation des tables pour augmenter la capacité de la salle. On est alors passé de 500 à 700 places assises. Les livres constituent l'unique décor de la salle. Ce sont des usuels en consultation libre, l'expression symbolique d'un savoir à portée de tous. Expression fermement affirmée par l'architecte. Dans la salle de lecture, pas un bout de mur qui ne soit tapissé d'ouvrages. En cela, la Brouste ne renonce pas totalement à l'image traditionnelle des bibliothèques-musées. Entre les contreforts sous les fenêtres, il place un premier niveau d'armoire à livres, puis un second auquel on accède par une galerie. Enfin, pour les usuels qui n'ont pas trouvé de place, des buffets supplémentaires sont prévus. Mais cette exposition formelle des livres a un inconvénient. Les magasiniers qui classent et rangent les usuels sont eux aussi exposés. Pour la Brouste, leur activité manuelle nuit à la noblesse du lieu et perturbe la concentration des chers étudiants. Ils décident donc de l'escamoter subtilement. Dans un premier temps, ils cachent les circulations verticales en plaçant des armoires à livres devant les escaliers, créant ainsi de petits cabinets dans lesquels on peut ranger des livres. Dans un second temps, ils masquent les circulations horizontales en perçant les contreforts, créant ainsi un passage intérieur entre chaque cabinet qu'ils cachent habilement derrière un long mur de livres. Ces escaliers sont particulièrement raides et dangereux, surtout si on porte une pile de livres volumineux. Devant la fronde des bibliothécaires, l'architecte s'est incliné et leur a finalement concédé 4 escaliers à chacun des angles de la galerie. Il a toujours regretté et s'est contenté du strict minimum pour le transfert des livres en dépôt au rez-de-chaussée jusqu'à la salle de lecture. Les magasiniers devront se contenter de 2 petits escaliers à vis, si étroits, qu'il ne vaut mieux pas y croiser un collègue. La Brouste a réservé le majestueux escalier central au lecteur.
l'architecte a tenu à dessiner tous les détails décoratifs de la salle. Les mosaïques au sol, dont les motifs sont repris en peinture sur les arcs des fenêtres. Les chapiteaux des contreforts, dont la forme sculptée renvoie au montant en bois des armoires à livres. Mais aussi les tables, les chaises, les becs de gaz, qui depuis ont été remplacés, et même les encriers. Et il a apporté un soin tout particulier au dessin des chaises en bois, bien droites, dont le dossier très court a la particularité de couper le dos après quelques heures d'étude. On le lui a reproché, mais plus de 150 ans après, ces chaises sont toujours là. Et la bibliothèque est pleine toute l'année, d'étudiants et d'étudiantes. Pourtant, à l'ouverture, seuls les hommes étaient admis aux séances du soir. Mais quelques années plus tard, à titre d'expérience et sous certaines conditions, on a autorisé la présence de lectrices étrangères. Aucun incident ne fut à signaler. Flirter en polonais ou en russe n'étant pas à la portée de n'importe quel étudiant. Sur la façade sont gravés les noms des plus illustres auteurs et savants de l'histoire de l'humanité. 810 noms, inscrits chronologiquement depuis Moïse jusqu'à Berzelius, un chimiste mort en 1848, année de l'achèvement de la façade. Pour la Brouste, ces noms gravés, c'est l'image même du catalogue d'une bibliothèque. Un catalogue monumental, publié en façade. Et les noms de ces auteurs ne sont pas affichés n'importe où. La Brouste les a fait graver à l'exact revers des armoires à livres de la salle de lecture. Et obtient ainsi un subtil effet de miroir entre le contenu de la bibliothèque et cet encyclopédisme proclamé en façade. À l'arrière, les panneaux sont étrangement laissés vides. Était-ce pour épargner le graveur trop souvent tombé du haut de son échelle? Ou parce que cette façade est invisible de la rue? Ou tout simplement pour laisser une place au grand nom des siècles à venir? On ne saura jamais. À l'époque, on a beaucoup reproché à l'architecte la composition de sa façade. Naïve pour les uns, trop audacieuse pour les autres. Aujourd'hui, on salue la très grande modernité de cette architecture parlante. Parlante, mais à un détail près. On découvre entre chacune des fenêtres de grandes pointes de fer qui scandent étrangement la longue muraille de pierre. C'est la structure métallique interne qui affleure à l'extérieur. La charpente des arcs est stabilisée par des tirants ancrés dans le mur. Mais sans justification fonctionnelle, ces tirants viennent ici percer la façade. Et leur traversée du mur est signalée par des têtes de boulons pointues comme des obus. Ces boulons sont fixés à des rondelles de fer striées, comme si l'architecte renvoyait par ce détail l'image d'un boulon que l'on visse. Cette subtile intention est renforcée par un motif sculpté dans la pierre, 3 fines fleurs en tire-bouchon emportées par le mouvement du boulon. Cette préciosité décorative est d'autant plus surprenante que les boulons et les délicates fleurs sculptées sont à plus de 18 mètres du sol, aussi invisibles qu'incompréhensibles pour le simple passant. Si ce détail échappe aux promeneurs, l'architecte adresse peut-être un message à ses confrères. L'imitation de l'Antiquité a vécu. L'architecture doit désormais être moderne et rationnelle. La fonction et les décisions constructives d'un bâtiment doivent être crânement affichées. La bibliothèque Sainte-Geneviève est une très grande date de l'histoire de l'architecture et des bibliothèques. Depuis 150 ans, elle ne désemplit pas.
l'architecte a réussi son pari. Des générations et des générations de lecteurs, de Michelet à Simone de Beauvoir, ont trouvé le goût et le plaisir d'y étudier ensemble.